Monsieur, dites-nous que c'est un mensonge. L'endroit où nous vivons était censé être le pays le plus avancé du monde, n'est-ce pas? Dans le hall d'arrivée de l'aéroport, elles se sont effondrées en larmes, sans se soucier du regard des autres. Ces jeunes filles, des lycéennes de la super, élite de Londres, filles de financiers de la City, n'avaient jamais manqué de rien. Mais leur fierté et leur certitude furent pulvérisées en seulement 5 jours de voyage en France. Pourquoi un tel désespoir? Quelle est cette véritable civilisation qu'elles ont découverte, non pas dans le faste de Manhattan, mais sur cette terre d'Europe continentale? Une ville où une femme peut marcher seule en pleine nuit, un métro d'une propreté irréelle, et des supérettes où l'on est traité comme un roi. Ceci n'est pas un simple souvenir de voyage scolaire. C'est le récit du choc et de l'émerveillement de jeunes filles dont les certitudes ont été ébranlées, qui ont touché du doigt un autre monde nommé la France, désespérées de la réalité de leur propre pays, et qui en ont conçu une admiration profonde. Découvrons ensemble l'histoire de ces jeunes filles dont la vision du monde a volé en éclats. Le choc culturel. Des lycéennes britanniques en larmes après un voyage en France, voulant franciser leur pays. Une situation sans précédent se déroule actuellement à Londres. Dans le quartier de Kensington, se trouve un lycée privé prestigieux. Les frais de scolarité y dépassent 50 000 livres par an. 25 élèves de cet établissement se sont rendus en France pour un voyage d'études l'automne dernier. Le problème est survenu à leur retour. Une vidéo postée par les élèves sur les réseaux sociaux a atteint des millions de vues, se propageant dans tout le Royaume-Uni. Les réactions des Britanniques ont été stupéfiantes. La France est-elle vraiment comme ça? Sommes-nous vraiment un pays développé? Pourquoi ne pouvons-nous pas faire ça en Grande-Bretagne? Même les parents ont contacté l'école pour demander que le prochain voyage scolaire se fasse de nouveau en France. Un professeur principal, fort de 20 ans de carrière, a déclaré « J'ai visité plus de 40 pays avec des élèves, mais c'est la première fois que je les vois aussi profondément bouleversés. Le Japon était la seule expérience comparable. Que s'est-il donc passé pendant ces 5 jours et 4 nuits? Écoutons sans plus attendre le témoignage vivant de ce professeur britannique. Avant de commencer, si vous pouviez aimer cette vidéo et vous abonner, cela nous aiderait grandement à partager davantage d'histoires sur la France. Le témoignage du professeur. Bonjour, je m'appelle David Miller et je suis enseignant à Londres depuis 20 ans. L'automne dernier, j'ai fait le voyage le plus inoubliable de ma vie. Notre destination était Paris, en France. Notre école est l'un des établissements privés les plus réputés de Londres. Les 25 lycéennes qui participaient à ce voyage étaient pour la plupart issues de la haute société britannique, filles de financiers de la City, d'avocats de renom, de médecins. Leurs parents avaient préparé ce voyage exceptionnel depuis 1 an. Avec plus de 20 ans d'enseignement et de voyage dans plus de 40 pays, des grandes métropoles européennes à l'Amérique du Sud en passant par l'Australie, je pensais honnêtement que ce voyage en France serait semblable aux autres. Nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle peu après 23 heures. Dès l'instant où nous sommes descendus de l'avion et entrés dans le terminal, le premier choc a eu lieu. Malgré l'heure tardive, l'aéroport fonctionnait à la perfection, comme en plein jour. À l'aéroport d'Heathrow, après 22 heures, plus de la moitié des boutiques sont fermées. L'éclairage baisse et la propreté se dégrade visiblement. Mais l'aéroport français était radicalement différent. À chaque comptoir d'information, des employés nous attendaient avec de larges sourires. Ce qui m'a surpris, c'était leurs expressions. Aucune trace de fatigue de fin de journée. C'était un sourire naturel, comme s'ils attendaient notre arrivée. En regardant le sol, je n'en ai pas cru mes yeux. Le marbre brillait comme un miroir. Je ne comprenais pas comment le sol d'un aéroport foulé par des dizaines de milliers de personnes pouvait être aussi propre. Les agents d'entretien nettoyaient immédiatement après le passage des voyageurs, leurs mouvements coordonnés comme un système bien huilé. En passant devant les toilettes, ma surprise fut encore plus grande. J'ai vu une agente de nettoyage saluer les usagers d'un signe de tête à l'entrée. Une scène inimaginable en Grande-Bretagne, où les toilettes des aéroports sentent souvent mauvais et où le papier toilette peut manquer pendant des heures. Pendant l'attente au contrôle des passeports, j'ai observé les élèves. Elles avaient toutes les yeux grands ouverts, regardant partout autour d'elles. Une élève s'est approchée et m'a demandé à voix basse pourquoi l'aéroport était si propre et si calme. Je n'ai pas trouvé de réponse adéquate. J'ai simplement supposé que la France était ainsi. Le deuxième choc est venu au contrôle des passeports.
Malgré l'arrivée imprévue d'un groupe d'étudiantes étrangères, le personnel de l'aéroport n'a montré aucun signe de panique. Au contraire, des agents parlant un anglais parfait ont été immédiatement affectés à notre groupe. L'un d'eux, tenant compte de l'âge des élèves, a expliqué toutes les procédures lentement et clairement. Devant les portiques automatiques paraphes, si une élève avait du mal à utiliser la machine, un agent s'approchait immédiatement pour l'aider. L'interface était disponible en plusieurs langues, dont l'anglais, conçu de manière intuitive pour que tout le monde puisse s'en sortir facilement. En Grande-Bretagne, passer l'immigration peut prendre 1 à 2 heures. Les files sont longues, le personnel est souvent peu amène, et les questions peuvent être inquisitrices. Mais à l'aéroport français, tout le processus n'a pris que 15 minutes. En allant récupérer nos bagages, un immense écran a attiré mon attention. Il affichait en temps réel l'emplacement des valises. Il indiquait précisément de quel vol provenaient les bagages, sur quel tapis ils arriveraient et dans combien de minutes. À Londres, chercher ces bagages peut prendre 1 heure. On ne sait souvent pas d'où ils vont sortir, et il faut juste attendre. Mais ici, en suivant les indications, nos bagages sont arrivés à l'heure exacte annoncée. À cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas seulement l'aéroport qui était exceptionnel, c'était le pays tout entier qui fonctionnait différemment. En attendant la navette devant l'aéroport, l'expression des élèves a commencé à changer. La tension initiale face à un pays inconnu avait disparu, remplacée par des yeux pétillants de curiosité. Il était plus de minuit lorsque nous sommes montés dans le bus. L'intérieur était d'une propreté remarquable, les sièges confortables. Le chauffeur, réalisant que nous étions étrangers, nous a donné des indications en anglais, avec une grande gentillesse. Il nous a expliqué que le trajet jusqu'à Paris durait environ 1 heure et nous a demandé d'attacher nos ceintures. Quand le bus a démarré, le paysage nocturne s'est dévoilé. Malgré l'heure tardive, le boulevard périphérique était brillamment éclairé. Chaque lampadaire était planté à intervalles réguliers et les voitures circulaient de manière ordonnée. Pas de queue de poisson, pas de coups de klaxon. Les routes de nuit à Londres peuvent être sombres et angoissantes, mais ici, c'était un autre monde. En entrant dans Paris intramuros, un murmure a parcouru les rangs des élèves. La cause, les supérettes visibles par la fenêtre. En pleine nuit, elles étaient brillamment éclairées, et les gens y entraient et sortaient naturellement. À Londres, après 23 heures, on hésite à se rendre seul dans un corner shop par crainte du danger. Mais à Paris, même après 1 heure du matin, de jeunes femmes marchaient seules dans la rue. Elles ne semblaient ni effrayées, ni anxieuses. L'une marchait tranquillement avec des écouteurs, une autre sortait d'une boutique avec une glace à la main. Tout cela paraissait si naturel. Une élève, le visage collé à la vitre, a murmuré « C'est absolument impossible chez nous ». Elle avait raison. Imaginer une femme seule marchant dans Londres à 2 heures du matin est impensable. Elle prendrait un taxi, serait accompagnée, ou plus probablement, ne sortirait pas du tout. Mais à Paris, c'était le quotidien. En nous approchant du centre-ville, les grands immeubles haussmanniens et les tours modernes sont apparus. Des bureaux encore allumés, des néons scintillants. La ville entière semblait éveillée, vivante. La vue depuis un pont enjambant la Seine était d'une beauté à couper le souffle. Les bâtiments s'étirant des 2 côtés du fleuve, les lumières se reflétant sur l'eau. C'était un paysage aussi grandiose, sinon plus, que la vue nocturne de Londres depuis la Tamise. Nous sommes arrivés à l'hôtel après 2 heures du matin. À ma grande surprise, les environs de l'hôtel étaient encore pleins de vie. Des brasseries ouvertes 24 heures, 24 étaient illuminées, et des gens faisaient leurs courses dans les supérettes. On dit que Londres est une ville qui ne dort jamais, mais c'était une autre dimension. La nuit londonienne est quelque chose que l'on savoure en acceptant un certain risque, tandis que la nuit parisienne semblait ouverte à tous, en toute sécurité. Lors du check-in, j'ai vécu une dernière touche d'émerveillement. Le réceptionniste, tenant compte de l'âge des élèves, nous a attribué des chambres dans une aile calme de l'hôtel. Il nous a ensuite détaillé les horaires du petit déjeuner et les commodités du quartier. Il était plus de 2 heures du matin, mais il ne montrait aucun signe de fatigue et nous a accueillis avec une chaleur sincère. Dans l'ascenseur, les élèves se sont regardés. Sans un mot, je sentais qu'elles pensaient toutes la même chose. Nous n'avions fait que le trajet de l'aéroport à l'hôtel, à peine 1 heure de route. Mais nous avions déjà le sentiment d'être arrivés dans un endroit complètement différent du monde que nous connaissions. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil.
Je ne pouvais même pas imaginer ce que nous allions découvrir dans ce pays au cours des jours suivants. Quelques heures plus tard, plusieurs élèves, réveillés par le décalage horaire, ont commencé à s'agiter dans le couloir. Elles avaient faim. Il était un peu plus de 6 heures du matin. Honnêtement, j'étais embarrassé. Trouver un restaurant ouvert si tôt est difficile dans n'importe quel pays. Même à Londres, pour avoir un repas décent à 6 heures, il faut chercher. Le petit déjeuner de l'hôtel ne commençait qu'à 7 heures et je ne pouvais pas laisser les filles affamées pendant 1 heure. J'ai demandé à la réception s'il y avait un endroit ouvert à proximité. L'employé m'a répondu avec un grand sourire qu'une boulangerie-pâtisserie, ouverte 24 heures, 24 se trouvait dans la ruelle voisine. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je suis sorti avec 7 élèves. L'air du matin était frais, mais la ville était déjà réveillée. Des gens faisant leur jogging, des employés se pressant pour aller au travail, des jeunes sortant d'une supérette avec un café à la main. Paris était en mouvement dès l'aube. En ouvrant la porte de la boulangerie, une bouffée d'air chaud et l'odeur du pain frais nous ont accueillis. Plusieurs clients étaient déjà là. Un homme d'âge mûr lisant son journal, une jeune femme travaillant sur son ordinateur portable, 2 employés de bureau visiblement fatigués après une nuit de travail. Le fait qu'un tel commerce puisse fonctionner si naturellement à 6 heures du matin était fascinant. En voyant les prix, j'ai écarquillé les yeux. Un croissant pour 1,20 €, un pain au chocolat pour 1,30 €. Converti en livres sterling, c'était incroyablement bon marché. À Londres, un petit déjeuner coûte au minimum 15 à 20 livres par personne, et ce pour un simple café et un sandwich. La boulangère, nous voyant étrangers, n'a montré aucune hésitation. Son anglais n'était pas parfait, mais avec des gestes et en nous montrant les viennoiseries, la communication a été facile. La rapidité du service était également surprenante. Moins de 5 minutes après avoir commandé, notre table était remplie de croissants, de pain au chocolat, de jus d'orange frais. Les élèves, face à ces délices, ont d'abord hésité. L'une d'elles a croqué dans un croissant et ses yeux se sont illuminés. Elle n'arrêtait pas de répéter c'est délicieux et a dévoré sa viennoiserie en un instant. Les autres ont suivi et la table est rapidement devenue animée. Au moment de payer, nouvelle surprise. Pour 7 personnes qui avaient mangé à leur faim, l'addition s'élevait à un peu plus de 25 €, moins de 30 livres. Pour un petit déjeuner pour 7 à Londres, il faudrait prévoir au moins 150 livres. En nous rendant la monnaie, la boulangère nous a dit « Revenez nous voir » et nous a demandé si nous avions aimé. À 6 heures du matin, être aussi aimable avec des clients étrangers débarqués à l'improviste était stupéfiant. En sortant, les élèves ne cessaient de s'exclamer. C'était bon, pas cher, et les gens étaient gentils. Elles hochaient la tête en disant qu'il était difficile de trouver un endroit qui réunisse ces 3 qualités au Royaume-Uni. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés dans une supérette pour les élèves qui voulaient des encas. En entrant, un autre monde s'est ouvert à nous. Malgré l'heure matinale, les rayons étaient parfaitement rangés et remplis de produits. Les corner shops de Londres sont souvent étroits, sombres et peu approvisionnés. La nuit, certains ferment même une partie du magasin par crainte des vols, mais les supérettes françaises étaient totalement différentes. Plus surprenant encore, les services proposés. En plus de vendre des produits, on pouvait y envoyer des colis, payer des factures et même effectuer des opérations bancaires de base. Les élèves, fascinés, exploraient les rayons. Elles ont poussé des cris de joie en découvrant la variété des yaourts et des desserts, amusés par les emballages colorés. L'employé de caisse nous a salués chaleureusement et nous a souhaité la bienvenue en France. Aucune trace d'impatience ou d'agacement face à des étrangers. Au contraire, nous avons senti une chaleur humaine dans sa manière de nous adresser la parole. En sortant de la supérette, une élève a murmuré « La France semble être un pays qui vit 24 heures sur 24 ». Elle enviait le fait que l'on puisse trouver tout ce dont on a besoin à tout moment. Au Royaume-Uni, le dimanche, beaucoup de magasins ferment, mais ici, tout fonctionnait même à l'aube. Sur le chemin de l'hôtel, j'ai été de nouveau frappé par la propreté de la ville. Pas un seul déchet par terre. Nous avons croisé des agents de la voirie en train de nettoyer les rues. La ville entière semblait fonctionner comme un organisme vivant et coordonné. De retour au hall de l'hôtel, les autres élèves se réveillaient. En nous voyant, elles nous ont demandé où nous étions allés. En entendant notre récit du petit déjeuner matinal, elles étaient toutes envieuses
et nous ont demandé de les emmener la prochaine fois. Et ce n'était que le début. Les vraies surprises allaient suivre. À 9 heures, notre programme officiel a commencé. Première destination, le jardin du Luxembourg. Le réceptionniste nous l'avait recommandé comme le meilleur endroit pour observer le quotidien des Parisiens. Nous avons décidé de prendre le métro. Pour des élèves britanniques, les transports en commun sont une expérience peu familière. Londres a son tube, mais la plupart de nos élèves utilisent la voiture de leurs parents ou des taxis. Le métro est rarement emprunté, perçu comme dangereux. En entrant dans la station de métro, les élèves ont poussé des exclamations. L'intérieur de la station était d'une propreté immaculée. Le sol brillait, les murs carrelés n'avaient pas une seule tache, l'air était frais. Malgré la profondeur, il n'y avait aucune odeur. Je me suis souvenu des stations de métro de Londres, sombres, humides, avec parfois des rats qui courent. C'était un autre monde. On nous dit que c'est parce que le réseau a plus d'un siècle, mais en voyant le métro parisien, j'ai eu l'impression que ce n'était qu'une excuse. Nous avons pris un escalator pour descendre sur le quai. Malgré la profondeur, la ventilation était si efficace qu'on ne se sentait pas sous terre. Les élèves n'arrêtaient pas de regarder autour d'elles et de prendre des photos. Arrivés sur le quai, les gens attendaient en ligne. Ils se tenaient en 2 files ordonnées, suivant les marquages au sol. Personne ne poussait ou ne resquillait. J'ai été de nouveau stupéfait en regardant le panneau d'affichage. Il indiquait à la minute et à la seconde près l'arrivée du prochain train. Une élève a vérifié avec sa montre. Le train est arrivé à l'heure exacte. Le tube de Londres est imprévisible. On peut attendre 10 minutes pour rien, puis voir 3 rames arriver d'un coup. C'est pourquoi les Londoniens ne se fient jamais aux horaires. Mais ici, le temps était respecté à la seconde près. Quand les portes se sont ouvertes, le comportement des gens était impressionnant. Ils se sont écartés de chaque côté pour laisser descendre les passagers. Une fois le quai libéré, ils sont montés de manière ordonnée. Personne ne se bousculait. Dans le métro de Londres, l'ouverture des portes est une bataille. Les gens qui descendent et ceux qui montent se bousculent, parfois en criant. Les altercations ne sont pas rares. Habitués à ce spectacle, les élèves étaient sans voix devant l'ordre du métro parisien. L'intérieur de la rame était également impeccable. Pas de graffiti sur les sièges, pas de déchets par terre. Les barres de maintien brillaient. La climatisation fonctionnait bien. L'ambiance était confortable, le bruit était faible et il était facile de converser. Une élève a fait une découverte surprenante. Il y avait une connexion Internet dans le métro. Cela peut sembler banal, mais c'est impensable dans le métro de Londres, où l'on est complètement coupé dans les tunnels. Les élèves ont immédiatement commencé à envoyer des photos à leur famille. Arrivés à destination, nous sommes remontés à la surface. Devant nous, le jardin du Luxembourg s'étendait. Les élèves ont de nouveau poussé des cris d'admiration. Le vaste jardin, les allées impeccables, le palais au loin. En entrant, nous avons pu observer la vie des Parisiens. Des gens qui couraient, qui faisaient du vélo. C'était étonnant de voir autant de personnes profiter du parc en pleine semaine. Le plus impressionnant étaient les équipements de sport public installés le long des allées. Les élèves étaient surpris de voir sur un panneau que leur utilisation était gratuite pour tous. Pour faire du sport au Royaume-Uni, il faut s'inscrire dans une salle de sport et payer un abonnement, souvent plus de 100 livres par mois. Mais ici, n'importe quel citoyen pouvait s'entraîner gratuitement. Un monsieur âgé utilisait un de ces appareils. Une élève a pris son courage à 2 mains et s'est approchée. La langue était une barrière, mais par geste, le vieil homme lui a montré avec un grand sourire comment utiliser l'appareil. Il a expliqué qu'il venait ici tous les matins. En voyant cela, les élèves ont acquiescé. Elle disait comprendre pourquoi les personnes âgées en France semblaient en si bonne santé. L'environnement était propice à cela. Assis sur un banc, nous avons observé les alentours. Il y avait beaucoup de familles. Un père faisant du vélo avec son enfant, des mères poussant des landaux. Une scène de vie paisible, digne d'un tableau. J'ai particulièrement remarqué les gens promenant leurs chiens, tous tenus en laisse, avec un sac à déjection à la main. En voyant un homme ramasser les besoins de son chien, les élèves ont été impressionnés. À Londres aussi, la loi l'exige, mais peu de gens la respectent. À l'heure du déjeuner, nous avons assisté à une scène étonnante. Des kiosques et des petits cafés parsemaient le parc, et les gens achetaient des sandwichs pour les manger assis sur les pelouses. Nous avons décidé de faire de même. Nous avons acheté des sandwichs
et des boissons dans une boulangerie. Installés au bord du grand bassin, nous avons commencé notre repas. Le vent soufflait doucement, l'eau scintillait au soleil. Les élèves n'arrêtaient pas de prendre des photos, disant qu'elles n'avaient jamais vécu une telle expérience. Après le repas, quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Sans que personne ne le demande, les élèves ont commencé à ramasser leurs déchets. Elles imitaient les Français autour d'elles. En allant jeter les ordures à la poubelle, j'ai de nouveau inspecté le parc. Il n'y avait vraiment pas un seul déchet. Un parc aussi grand, avec autant de monde, et pourtant, le sol était impeccable. Hyde Park à Londres est couvert de déchets après un week-end. On dit que c'est par manque de personnel de nettoyage, mais en voyant le parc parisien, j'ai compris que c'était avant tout une question de civisme. Avant de quitter le parc, une dernière chose a attiré mon attention, le système de vélos en libre service, les Vélib. Des stations de vélos étaient disposées partout. On pouvait les louer facilement avec un smartphone. Une élève a vérifié le prix et a été stupéfaite, quelques euros de l'heure. À Londres, un système similaire existe, mais il est plusieurs fois plus cher et l'état des vélos laisse souvent à désirer. De plus, les vols et le vandalisme sont si fréquents que beaucoup hésitent à les utiliser. Nous avons quitté le parc vers 14 heures. Les élèves ont dit qu'elles se souviendraient longtemps de ce moment. La sécurité, la propreté et une culture où chacun respecte l'autre. C'est ce qui les avait le plus marqués. Notre prochaine destination était un grand magasin sur les grands boulevards. Les élèves voulaient faire du shopping, mais il y avait un endroit que je tenais absolument à leur montrer, un immense espace culturel et librairie. En entrant dans le magasin, les yeux des élèves se sont de nouveau agrandis. Elles étaient surprises de voir un tel espace en plein cœur de Paris. Le plafond était haut, l'éclairage vif. Arrivées à l'espace librairie, elles sont restées sans voix. D'immenses étagères montant jusqu'au plafond, remplies de dizaines de milliers de livres. Cela ressemblait plus à une œuvre d'art qu'à une librairie. Mais ce que je voulais leur montrer, ce n'étaient pas les murs, mais les gens qui lisaient à l'intérieur. En plein après-midi de semaine, de nombreux citoyens lisaient. Des gens assis tranquillement, plongés dans leur lecture. Ce qui m'a particulièrement frappé, c'étaient les cadres en costume. En plein après-midi, ils lisaient des livres. Une élève a demandé « Ils ne travaillent pas, ces gens ?» J'ai répondu qu'ils prenaient probablement un peu de temps pour eux. En entendant cela, les élèves sont devenus pensives. Une culture où des employés très occupés choisissent une librairie plutôt qu'un café pendant leur pause, une scène inimaginable au Royaume-Uni. Pour les employés de la City, la pause déjeuner se résume souvent à acheter une salade pour la manger à son bureau ou à regarder son smartphone en buvant un café. Nous sommes restés environ 1 heure. Les élèves ont exploré les rayons qui les intéressaient. Certaines lisaient des guides sur la France en anglais, d'autres feuilletaient des manuels de français. Beaucoup admiraient les paysages français dans des livres de photographie. En sortant, une élève a dit « Je crois que je comprends pourquoi la France est si développée. C'est parce qu'il y a une culture où les gens l'apprennent et étudient constamment. » Cette passion pour l'apprentissage semblait être la force motrice du pays. Les autres élèves ont acquiescé. Au Royaume-Uni, il y a parfois une ambiance anti-intellectuelle. Lire est considéré comme ennuyeux, et ceux qui travaillent dur sont parfois vus d'un mauvais œil. Mais en France, c'était tout le contraire. Nous avons ensuite fait du shopping. Les élèves étaient particulièrement ravis par les rayons cosmétiques. La qualité des cosmétiques français est réputée même au Royaume-Uni. Elles ont testé divers produits avec joie. Le service des vendeuses les a également impressionnés. Elles recommandaient des produits adaptés à chaque type de peau et expliquaient en détail comment les utiliser. Il est difficile de recevoir un tel niveau de service dans les magasins britanniques où la plupart des vendeurs sont indifférents ou semblent agacés. Le soir, approchant, nous nous sommes dirigés vers le quartier du Marais. Je voulais leur montrer la culture de la jeunesse française. Dès la sortie du métro, une atmosphère vibrante nous a enveloppés. Le son de la musique, les rires des gens, les enseignes colorées. Le quartier ressemblait à un festival. Dans la rue, nous avons vu des musiciens de rue. Des jeunes dansaient au son de la musique, leur chorégraphie parfaitement synchronisée. On aurait dit des professionnels. À la fin de leur performance, la foule a applaudi. Certains ont mis de l'argent dans leurs chapeaux. Les artistes ont remercié. Les élèves étaient ébahis. Le niveau des spectacles de rue est incroyable, ont-elles dit.
Il y a aussi des artistes de rue à Londres, mais leur niveau est souvent médiocre et les environs sont sales. On peut même se faire voler en les regardant, donc on hésite à s'attarder. Mais ce quartier était sûr et propre. On pouvait profiter du spectacle en toute tranquillité. Un peu plus loin, un marché de créateurs était installé. De jeunes artistes vendaient leurs propres créations, bijoux, illustrations, artisanat. Chaque pièce était unique. Les élèves se sont arrêtés à un stand vendant des boucles d'oreilles qui réinterprétaient la tradition française de manière moderne. La vendeuse a expliqué en anglais que ses œuvres fusionnaient tradition et modernité. Plusieurs élèves en ont acheté, ravis d'avoir un souvenir si spécial. Un autre stand vendait des œuvres de calligraphie. Les élèves étaient fascinés par la beauté des lettres. L'une d'elles a demandé à faire écrire son nom, et l'artiste l'a fait avec plaisir. Elle m'a dit plus tard qu'elle l'avait accroché dans sa chambre. En se promenant dans le marché, les élèves ont discuté. Elles enviaient le fait qu'il existe un espace où les jeunes artistes peuvent s'exprimer librement. De telles opportunités sont rares au Royaume-Uni. Pour un artiste, vivre à Londres coûte une fortune. Les loyers sont si élevés que les jeunes créateurs ont du mal à s'en sortir. Mais ici, il y avait une plateforme pour que les jeunes puissent développer leur talent. C'était la preuve, disait-elle, que la France soutenait la culture et les arts. Nous nous sommes arrêtés devant un café au design unique, un mélange de mobilier vintage et d'éclairage moderne. Les élèves ont voulu y entrer. L'intérieur était encore plus spécial. Des œuvres d'art accrochées au mur, une immense bibliothèque d'un côté. Ce n'était pas seulement un endroit pour boire un café, mais un espace culturel. Assis à notre table, nous avons observé les environs. De nombreux jeunes étaient absorbés par leur travail sur leur ordinateur portable. Des étudiants, des freelances, des lecteurs. Le café servait de deuxième bureau. Une élève s'est exclamée « C'est impressionnant de voir des gens travailler si dur dans un café ». Dans les cafés britanniques, la plupart des gens bavardent ou regardent leur téléphone, mais les jeunes Français semblaient différents. J'étais d'accord avec elle. Il y avait une sorte de passion qui se dégageait d'eux. Une volonté d'accomplir quelque chose, un désir de grandir, lisible dans leurs yeux. Cette énergie semblait être la force qui faisait avancer le pays. Le soir, le quartier est devenu encore plus animé. Les néons se sont allumés, la musique est devenue plus forte. Les gens sortaient des restaurants et des bars, remplissant les rues. Les élèves étaient complètement captivés par cette atmosphère. Pour le dîner, nous sommes allés dans un bistrot. Les élèves voulaient goûter à la cuisine française authentique. En entrant, l'odeur de la viande grillée nous a accueillis. Le serveur nous a expliqué le menu avec gentillesse. Les élèves, d'abord hésitantes, se sont vite habituées. Elles ont appris à savourer un steak frites et n'arrêtaient pas de s'extasier sur le goût. Au moment de l'addition, nouvelle surprise. Pour 25 personnes qui avaient mangé à leur faim, le total était d'environ 30 € par personne. Pour un repas de ce niveau à Londres, il faudrait compter au moins 70 livres par tête. Les élèves secouaient la tête, incrédules. Sur le chemin du retour à l'hôtel, nous avons discuté. Elles disaient avoir vu tellement de choses en une seule journée que leur tête tournait. Tout était différent du Royaume-Uni, mais dans le bon sens. Une élève a dit doucement « J'aimerais vivre en France ». C'était à moitié une blague, mais son expression était sérieuse. Les autres semblaient partager ce sentiment. Le dernier matin est arrivé. Les élèves se sont levés plus tôt que d'habitude pour faire leurs valises. Nous devions partir pour l'aéroport dans l'après-midi. Après le petit déjeuner, nous avons décidé de visiter Montmartre pour notre dernière activité. C'était à une distance de marche de l'hôtel. Les élèves marchaient lentement, comme pour graver dans leur mémoire les dernières images de Paris. Elles prenaient en photo les rues et observaient les passants. Arrivés à destination, le lieu grouillait déjà de monde. Des boutiques de souvenirs, de vêtements et d'accessoires s'alignaient. Les yeux des élèves brillaient. Les filles se sont d'abord dirigées vers une boutique de cosmétiques. La réputation des marques françaises n'est plus à faire. En entrant, une vendeuse les a accueillis en anglais. Les produits de test étaient impeccablement présentés. La vendeuse a conseillé chaque élève en fonction de sa peau, expliquant en détail l'utilisation des produits. Les filles étaient émues par ce niveau de service, chose rare dans les magasins britanniques. Une élève a acheté tellement de produits qu'elle a rempli un grand sac. Des cadeaux pour elle, sa mère, sa sœur, ses amis. Elle était ravie de la qualité et du prix raisonnable. Nous avons acheté des encas à un stand de crêpes.
Les élèves, qui goûtaient des crêpes pour la première fois, étaient conquises. La douceur et la chaleur les ont séduites. Dans une boutique de souvenirs, des produits traditionnels français étaient revisités de manière moderne. Des poupées en costume régional, des éventails traditionnels, des t-shirts imprimés en français. Les élèves ont choisi avec soin des cadeaux à rapporter à la maison. Le vendeur a même offert une réduction spéciale à nos étudiantes étrangères. « Merci d'avoir visité la France », a-t-il dit. Sa gentillesse a de nouveau touché les élèves. Elles ont dit avoir senti la chaleur du peuple français. Pour le déjeuner, nous avons mangé dans une brasserie. Elle était remplie de touristes étrangers. Le menu avec photos et descriptions en anglais a facilité la commande. Quand les plats sont arrivés, les élèves ont été émerveillés. La présentation était si soignée qu'elle ressemblait à une œuvre d'art. Le goût les a toutes conquises. Après le repas, nous avons visité la basilique du Sacré-Cœur. La majesté de l'édifice ancien a rendu les élèves silencieuses. Nous sommes entrés un moment pour nous asseoir en silence. C'était un moment de paix. Assis sur les marches devant la basilique, nous avons discuté. Les élèves ont repensé à leur expérience des derniers jours. C'était bien au-delà de nos attentes, ont-elles dit. Nous ne connaissions rien de la France, mais maintenant, c'est notre pays préféré. Une élève a dit doucement, « Je veux absolument revenir. » Pour plus longtemps, les autres ont acquiescé. Toutes étaient d'accord pour dire que quelques jours, c'était bien trop court. Dans l'après-midi, nous sommes retournés à l'hôtel. Nous avons récupéré nos bagages et sommes montés dans le bus pour l'aéroport. Malgré leurs lourds sacs de shopping, les élèves étaient souriantes. Les objets achetés en France deviendraient de précieux souvenirs. Quand le bus a démarré, elles ont regardé par la fenêtre, comme pour immortaliser les dernières images de Paris. Quelqu'un a murmuré « Je reviendrai, c'est sûr ». Nous sommes arrivés à l'aéroport. C'était le même endroit où nous avions posé le pied quelques jours plus tôt, mais l'état d'esprit des élèves avait complètement changé. La curiosité initiale avait laissé place à une profonde nostalgie. En faisant le check-in, nous avons remercié l'employé. Notre séjour en France a été formidable. Elle a souri et a répondu « Revenez nous voir. Merci d'avoir aimé la France ». L'avion a décollé et la terre de France s'est éloignée par le hublot. Les élèves regardaient les lumières diminuer, le cœur lourd. Quelqu'un a pris une photo pour conserver une dernière image. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Londres le lendemain. Les parents étaient là pour les accueillir. Les élèves ont commencé à raconter leur voyage avec une excitation débordante. L'étonnement se lisait sur le visage des parents. De retour à l'école, quelque chose d'énorme s'est produit. Les élèves ont commencé à publier des photos et des vidéos de leur voyage en France sur les réseaux sociaux. Des dizaines de publications sont apparues en même temps. La réaction a été explosive. Leurs amis britanniques ont commenté « Stupéfait. Je ne savais pas que la France était un pays aussi développé. » Le nombre de vues a grimpé en flèche. Une vidéo en particulier est devenue virale, celle montrant des jeunes femmes marchant seules et en toute sécurité dans Paris à 2 heures du matin. Les gens étaient choqués, disant que c'était inimaginable au Royaume-Uni. La vidéo a dépassé les 2 millions de vues. Les commentaires étaient similaires. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire ça en Grande-Bretagne? Beaucoup de messages d'autodérision disaient « Nous nous prétendons être une grande puissance mondiale, mais nous ne pouvons même pas garantir la sécurité de base. » L'intérêt pour la France a également grandi parmi les parents. L'école a été inondée d'appels. Tous demandaient que le prochain voyage scolaire se déroule en France. On m'a demandé de donner une conférence spéciale à l'école pour partager mon expérience française avec les autres élèves et le personnel. L'amphithéâtre était plein à craquer. Tout le monde était curieux de découvrir ce pays. J'ai raconté honnêtement ce que j'avais vu, l'efficacité du système, le niveau de civisme et surtout l'accueil chaleureux réservé aux étrangers. Le public a écouté attentivement. La session de questions-réponses a duré plus longtemps que prévu. La France est-elle vraiment si sûre? Comment est le système éducatif? Quel est le coût de la vie? Tout le monde voulait en savoir plus. Après la conférence, de nombreux élèves sont venus me voir. Ils voulaient en apprendre davantage sur la France. Certains avaient commencé à regarder des séries françaises, d'autres voulaient apprendre la langue. Peu de temps après, l'école a commencé à préparer un programme d'échange avec la France. L'année prochaine,
Encore plus d'élèves visiteront le pays. Celles qui y sont allées conseillent déjà les plus jeunes. Ce voyage fortuit a changé beaucoup de choses. Il a changé la vision du monde des élèves, les programmes de l'école, et a suscité l'intérêt des jeunes Britanniques pour la France. Je suis toujours en contact avec les élèves de ce voyage. Toutes gardent un souvenir impérissable de leur séjour. L'une d'elles a même postulé dans une université française. En 20 ans de carrière, j'ai voyagé dans plus de 40 pays, mais je n'avais jamais vécu une telle expérience. Je n'aurais jamais pensé qu'un si petit événement puisse créer une onde de choc aussi importante. J'ai ressenti une fois de plus la puissance que possède la France. Ce pays est devenu, pour nous tous, un lieu inoubliable.